Pendant plus de 20 ans, Ingrid a été mariée au même homme. Et pendant plus de 20 ans, elle s'est imposé un devoir conjugal, une notion héritée du passé qui a régi sa vie de couple, ses relations sexuelles. Quand je lui disais, non, là maintenant j'ai pas envie, je vais prendre une maîtresse. Je vais aller voir ailleurs. Donc c'est des menaces. Quand je voulais pas, j'étais punie, quoi. J'étais punie. Il y avait une punition par le silence, par l'humiliation, et les fois où j'ai accepté parce que en fait j'en avais ras-le-bol, quoi, et que je voulais juste qu'on me laisse tranquille. Mais que dit la loi? Selon l'article 215 du Code civil rédigé dans les années 70, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Certains juges ont interprété ce texte comme une obligation de relations sexuelles dans le couple, décision condamnée l'an passé par la Cour européenne des droits de l'homme, car contraire au droit de disposer de son corps. Nous allons donc assister à un shift significatif qui est que le mariage devienne une simple cohabitation administrative où l'aspect charnel est relégué à la sphère purement privée, individuelle, sans aucune protection pour l'époux délaissé. En fait, cette loi signifie tout simplement que les hommes mariés ne bénéficient d'aucune garantie sur leur accès à l'intimité à l'intérieur de l'institution pourtant censée le leur procurer légalement. Quand elle dit qu'elle se faisait menacer, je ne comprends pas en quoi les menaces de son mari la dérangeraient plus que ça. Il disait qu'il allait prendre une maîtresse ou aller voir ailleurs. On est d'accord que c'est plus sain d'aller voir ailleurs pour ne pas embêter sa femme quand il en a envie. Parce que s'il doit respecter son souhait à elle de ne pas vouloir de rapport, elle doit également respecter le fait que lui en a besoin et essaye de trouver des solutions à son problème. Mais vous savez quoi? Moi, je propose une solution. Étant donné que le devoir conjugal vient d'être aboli, je suggère qu'on mette aussi dans la clause, je ne sais pas, quelques paragraphes qui disent que divorcer pour infidélité du partenaire n'est également pas autorisé. Bah oui, à un moment donné, faisons les choses bien. Si cette loi a été votée pour permettre aux femmes de ne plus être forcées ou alors de supporter même sans vouloir des rapports avec son partenaire, il faudrait, par recherche d'équité, ne pas punir un homme qui pourrait avoir des besoins, comme tout le monde. Déjà, cette vidéo n'était pas celle sur laquelle je travaillais, mais je me devais de rebondir sur cette actualité quelque peu particulière. L'abolition du devoir conjugal. Cette question est au cœur de l'actualité juridique française de ce début d'année 2026. Le 28 janvier 2026, l'Assemblée nationale a en effet voté pour une proposition de loi visant à supprimer définitivement toute trace du devoir conjugal dans le droit civil. Tout d'abord, précisons les faits. Une proposition de loi a effectivement été adoptée par l'Assemblée nationale française le 28 janvier 2026, visant à clarifier l'absence d'obligation conjugale en matière de relations sexuelles au sein du mariage. Cette loi, portée par la députée Marie-Charlotte Garin et adoptée à l'unanimité après engagement de la procédure accélérée, modifie l'article 215 du Code civil. Cet article évoquait traditionnellement la communauté de vie des époux, ce qui pouvait être interprété comme incluant un devoir conjugal implicite, bien que cette notion n'ait jamais été explicitement formulée dans la loi. Le texte affirme désormais clairement que le mariage ne crée aucune obligation entre époux d'avoir des relations sexuelles et insiste sur l'importance du consentement mutuel. Cette réforme intervient dans un contexte où la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme en janvier 2025 pour des ambiguïtés persistantes dans son droit civil qui pouvaient perpétuer des idées archaïques sur les relations conjugales. Bien que le viol conjugal soit pénalement réprimé depuis 1990 en France et renforcé par des lois ultérieures comme celle de 2010 sur les violences faites aux femmes, cette mise à jour du Code civil vise à aligner le droit civil avec le Code pénal, en supprimant donc toute ambiguïté qui pourrait être exploitée dans des affaires de violence sexuelle ou de divorce pour faute. Elle entrera en vigueur après promulgation, probablement dans les semaines suivantes. Alors, ce qui change concrètement avec cette loi? Techniquement, c'est vrai, le devoir conjugal ne figurait pas noir sur blanc dans le Code civil, mais il était déduit par les juges de l'obligation de communauté de vie, comme je l'ai dit précédemment. C'est donc la fin du divorce pour faute sur ce motif, car jusqu'ici, un époux pouvait demander le divorce au tort exclusif de l'autre si ce dernier refusait de manière persistante les relations sexuelles. Désormais, ce refus ne pourra plus être considéré comme une faute juridique. La nouvelle loi clarifie qu'aucun contrat, même le mariage, ne peut obliger une personne à disposer de son corps. Qu'en est-il donc de l'avenir du mariage? Cette décision, à mon avis, marque une rupture symbolique plutôt forte. Déjà, la désacralisation de l'institution. Rassurez-vous, je ne parle pas de sacré dans le sens religieux, loin de là, mais dans le sens symbolique de la chose. Le mariage, symboliquement, représente un choix mutuel, donc des deux partenaires, à être un soutien, un pilier à l'autre et une moitié. On disait des mariés souvent qu'à eux deux, ils n'avaient plus besoin de rien, vu qu'ils étaient déjà amis, amants et confidents. Et oui, amant intervient dans le trio. Sauf que là, à mon avis, nous sommes en train de nous diriger vers une plus grande individualité, parce que maintenant, même dans le mariage, il n'est plus question du nous.
il est désormais question du jeu. Restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre où je veux en venir. Supprimer cette obligation enlève au mariage ce qui le distingue du simple concubinage, l'idée d'une union totale, physique et morale. Nous allons donc assister à un shift significatif qui est que le mariage devienne une simple cohabitation administrative où l'aspect charnel est relégué à la sphère purement privée, individuelle, sans aucune protection pour l'époux délaissé. Ça vide, à mon avis, le mariage de son sens, menant inéluctablement à plus de divorces, déjà autour de 45% en France, car en effet, sans devoir, les couples pourraient se séparer plus facilement pour incompatibilité sexuelle, transformant donc le mariage en un contrat temporaire plutôt qu'en un engagement durable. Oui, ce sera encore pire qu'avant. En fait, cette loi signifie tout simplement que les hommes mariés ne bénéficient d'aucune garantie sur leur accès à l'intimité à l'intérieur de l'institution, pourtant censée le leur procurer légalement. Mais je ne serais pas surpris que ce soit ça qui les intéresse véritablement derrière. Rendre caduque l'institution pour permettre aux principales protagonistes de bénéficier sur 100% du tableau parce qu'elles peuvent désormais épouser quelqu'un qui ne les attire pas vraiment du moment qu'il remplit d'autres critères et lui refuser autant de temps qu'elle le veut, 20 ans pourquoi pas, l'accès à quelque chose qui devait lui revenir de droit étant donné qu'il a fait le choix de n'aimer qu'elle. D'ailleurs, giga grosse parenthèse, j'ai failli oublier, revenons même au cas de la dame en début de vidéo. Pendant plus de 20 ans, Ingrid a été mariée au même homme. Et pendant plus de 20 ans, elle s'est imposé un devoir conjugal, une notion héritée du passé qui a régi sa vie de couple, ses relations sexuelles. Quand je lui disais, bah non, là maintenant j'ai pas envie, ah bah je vais prendre une maîtresse. Je vais aller voir ailleurs. Donc c'est des menaces. Quand je voulais pas, j'étais punie quoi. J'étais punie. Il y avait une punition par le silence, par l'humiliation, et les fois où j'ai accepté parce que en fait j'en avais ras-le-bol quoi et que je voulais juste qu'on me laisse tranquille. Donc la notion de consentement, la notion etc. On est à des années-lumière. Ok, honnêtement, après avoir écouté son ressenti, sa situation, je n'ai qu'une seule question à lui poser. Pourquoi n'a-t-elle pas divorcé? Aussi simple que ça. Pourquoi n'a-t-elle pas divorcé? Elle était dans un mariage où pendant 20 ans, elle s'est sentie forcée d'avoir des relations intimes avec son partenaire. Sauf que moi, je me demande, si ce n'est pas avec elle, son partenaire devait avoir des relations sexuelles avec qui? Quand elle dit qu'elle se faisait menacer, je ne comprends pas en quoi les menaces de son mari la dérangeraient plus que ça. Il disait qu'il allait prendre une maîtresse ou aller voir ailleurs. On est d'accord que c'est plus sain d'aller voir ailleurs pour ne pas embêter sa femme quand il en a envie. Parce que s'il doit respecter son souhait à elle de ne pas vouloir de rapport, elle doit également respecter le fait que lui en a besoin et essaye de trouver des solutions à son problème. Une solution d'ailleurs externe qui ne la gêne en rien. Ça ne perturbe pas son bonheur et sa tranquillité. Si j'étais à sa place, je verrais ça comme une aumône. Pourquoi s'indigne-t-elle? Ce monsieur pensait enfin être dans la légalité en épousant une femme et en ne la choisissant qu'elle comme amante. Maintenant, son amante en 20 ans de mariage ne l'a pas vraiment désiré. Quelle solution donc donner à ce monsieur? Qu'elle le laisse simplement aller voir ailleurs ou alors divorce simplement. Elle ne peut pas rester prisonnière elle-même alors qu'elle a une porte de sortie toute tracée. On est d'accord. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle devrait lui exiger une fidélité alors que son infidélité lui procurera la tranquillité dont elle désire. On constate donc vite que cette loi aura également un impact sur la fidélité et sur la durée du couple. Si le sexe n'est plus un devoir, le risque de voir apparaître davantage de couples blancs ou de situations de frustration non gérées juridiquement. Et croyez-moi, ces frustrations peuvent très rapidement évoluer en bien des choses. Déjà, plus de cas de divorce, comme je l'ai dit plus tôt. On risque donc d'assister à un refus arbitraire de la gente féminine par rapport à l'intimité, un peu comme avec la dégénération du mouvement MeToo où les femmes portent aujourd'hui de fausses accusations contre les hommes. Sans cadre clair, les couples pourraient donc manquer de repères, augmenter l'anxiété relationnelle et les thérapies de couple. À l'avenir, cette loi pourrait également contribuer à une baisse de la natalité déjà basse en France, on le rappelle, 1,7 enfants par femme, si les relations deviennent plus transactionnelles. J'ai vu des gens dire par rapport à cette situation que le sexe n'a jamais rendu un couple heureux. Et vraiment, à ceux qui le pensent vraiment, genre qui ne sont pas juste des rageux, je leur demanderais juste de faire une petite recherche sur Google ou d'aller voir un spécialiste en thérapie de couple. Et attention, je ne prends pas ce parti parce que je n'en ai que faire de celles qui subissent réellement des mariages abusifs dans ce sens. Non, on se met très bien d'accord. Je suis d'avis même que cette loi ne devrait s'adresser qu'à celles qui sont dans ces conditions et uniquement à elle. Parce que le risque derrière est que ça devienne une privation, un refus purement arbitraire de la part de la gente féminine. Et on sait tous très bien que ça peut arriver. On le sait. Cette loi revient sur un devoir, donc une obligation traditionnelle qui, on ne va pas se mentir, concernait surtout les femmes. Moi, je voudrais donc, à contrario, on se prête à un exercice inverse. Si on part du principe que la nouvelle loi du 28 janvier 2026 pourrait
profiter davantage aux femmes et ouvrir la porte à des refus arbitraires de relations intimes de leur part, établissons ensemble un parallèle avec une autre obligation conjugale qui, bien qu'officiellement mutuelle, est souvent assumée de manière asymétrique par les hommes en France. Ce devoir concerne la contribution financière aux charges du mariage et aux obligations post-divorce, notamment via la prestation compensatoire et la pension alimentaire pour les enfants. Si cette obligation était abolie ou rendue purement optionnelle, permettant donc des refus arbitraires de la part des hommes, cela poserait un problème majeur aux femmes, en exacerbant donc les inégalités économiques genrées et en fragilisant leur stabilité financière. Pour contextualiser, rappelons que le Code civil français impose aux époux un devoir de secours et assistance et une contribution aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. En cas de divorce, cela se traduit par des mécanismes comme la prestation compensatoire qui compense la disparité de niveau de vie créée par le divorce, souvent versée sous forme de capital ou de rente, et la pension alimentaire pour l'entretien des enfants, calculée en fonction des besoins et des ressources évidemment. Ces obligations sont neutres en genre sur le papier, mais les statistiques révèlent une asymétrie prononcée. Les hommes sont majoritairement les débiteurs, tandis que les femmes sont les créancières principales. Imaginons donc juste ce que ça allait engendrer comme réaction. Pendant le mariage, les époux doivent contribuer aux dépenses communes, loyer, éducation des enfants, etc. Mais en pratique, les hommes assument souvent une part beaucoup plus importante. Selon les études, les écarts salariaux genrés en France, environ 16% en moyenne, avec des interruptions de carrière plus fréquentes pour les femmes dues à la maternité, font que les hommes contribuent davantage financièrement. Cela reflète donc une division traditionnelle des rôles, où l'homme est perçu comme le pourvoyeur principal. Post-divorce, la prestation compensatoire est versée pour atténuer la baisse de niveau de vie d'un époux, qui est souvent la femme. La pension alimentaire pour enfants est payée par le parent non gardien, souvent l'homme, car les mères obtiennent la résidence principale dans les 70 à 80% des cas. Des rapports de la DREES indiquent que ces transferts réduisent la perte de niveau de vie des femmes post-divorce de 6 points, donc de 35 à 29%, tandis que l'augmentation pour les hommes est contenue de 24 à 15%. Cette responsabilité est donc entièrement assumée par les hommes dans de nombreux cas, non pas par la loi explicite, mais par des réalités socio-économiques. Salaire plus élevé, carrière ininterrompue, etc. Et donc, si cette obligation était abolie, les hommes pourraient alors refuser arbitrairement de contribuer, invoquant leur autonomie individuelle, ce qui créerait un déséquilibre massif. Et tout comme on craint à raison que la loi sur le devoir conjugal fragilise le mariage en permettant des refus sexuels arbitraires, l'abolition des obligations financières pourrait également décourager les femmes d'entrer dans le mariage, craignant un abandon économique arbitraire. On est d'accord? Cela renforcerait donc une vision individualiste du couple où les hommes pourraient opter out financièrement, sans conséquence, au pur détriment des femmes qui investissent donc plus de leur temps pour développer la famille. Regardons juste vers quoi on se dirige. Ce n'est ni beau à voir, ni beau à imaginer d'ailleurs, pourtant c'est ça que ça présage. Mais vous savez quoi? Moi je propose une solution, oui, qui sera même du même calibre que cette décision de loi. Étant donné que le devoir conjugal vient d'être aboli et que désormais divorcer pour motif d'absence de rapport sexuel dans la relation n'est plus autorisé, je suggère qu'on mette aussi dans la clause, je ne sais pas, quelques paragraphes qui disent que divorcer pour infidélité du partenaire n'est également pas autorisé. Bah oui, à un moment donné, faisons les choses bien, comme il le faut. Si cette loi a été votée pour permettre aux femmes de ne plus être forcées ou contraintes ou alors de supporter même sans vouloir des rapports avec son partenaire, il faudrait, par recherche d'équité, ne pas punir un homme qui pourrait avoir des besoins, comme tout le monde. Parce que au passage, ce que cette loi tend à décrire, c'est que les seules personnes à être particulièrement attachées au sexe seraient les hommes. Ce qui est très faux. Les femmes peuvent vous dire, monsieur, à quel point elles sont tout aussi fans que vous de cette activité physique. Donc, juste au passage, vous n'êtes pas des animaux, monsieur. Alors, pourquoi est-ce qu'on cherche tant à diaboliser la moindre de vos envies? Ce n'est pas exagéré de demander un rapport à sa femme. Ce qu'on ne veut pas autant de l'homme que de la femme, c'est le chantage, la menace, la brutalité. Sauf que j'ai un petit doute en fait, sur la statistique qu'on veut nous faire croire selon laquelle il y aurait plus de femmes contraintes comparé au nombre de femmes qui décident de ne plus être intimes avec leur conjoint pour des raisons arbitraires, parfois punitives, ou qui n'ont pas été discutées posément. Je peux vous assurer que cette statistique peut être largement prouvée en demandant simplement aux hommes mariés s'ils ont déjà été punis arbitrairement sexuellement par un refus versus les femmes mariées qui l'ont été. Vous verrez. Donc, la décision de punir un homme est très souvent contextuelle, alors qu'on sait, ou du moins on savait que le mariage est une institution qui devrait encadrer et légaliser l'intimité. Si ce n'est pas avec votre femme que vous devez être intime, monsieur, c'est donc avec qui? J'ai une question. Les hommes mariés et occupés, donc, qui ont une activité professionnelle, à quelle fréquence sont-ils sexuellement actifs? 1
à 2 fois par semaine, grand max, ça fait quoi? 52 à 104 jours dans l'année. Je pense que sur 365 jours, 52 jours de rapport. Je pense, à mon avis, que pour une femme, ça lui laisse largement le temps, elle a largement une marge pour faire d'autres activités au courant de l'année. Juste ça, je dis rien. Mais bon, revenons au sujet. Si une femme peut désormais repousser son homme 365 jours sur 365, alors si jamais il s'en va voir ailleurs pour satisfaire ses besoins physiques, ça ne devrait également pas poser de problème, on est d'accord? Non, attendez, ça se tient. Le raisonnement, il est plutôt logique. Du moins, si on suit la logique de cette loi, n'est-ce pas? On cherche à retirer la culpabilité des femmes en leur donnant désormais une échappatoire. Ah non, que dis-je? Une porte de sortie pour les sauver de leurs maris qui ont le malheur de les désirer. Il faudra aussi également retirer la culpabilité de l'homme qui s'en va voir ailleurs, non pas par manque d'amour, mais uniquement pour satisfaire ce besoin à l'instant T. Et je trouve même qu'ils sont à plaindre, parce qu'ils sont obligés d'aller copuler avec une femme pour qui ils n'éprouvent rien. Ça doit être horrible psychologiquement, juste pour satisfaire ce besoin physique. Oh, je n'imagine même pas. Et vraiment, dans ce cas, ça n'a rien à voir avec une tromperie. C'est juste une médicamentation sur sa condition physique. On est d'accord? Et soyons même encore plus fous. Par ricochet, il faudrait que ces femmes qui recevront ces hommes mariés sous leur couche soient indemnisées de toute poursuite, de toute culpabilité, de toute honte. Mieux encore, on devrait même leur permettre de légaliser leur activité. Oui, parce qu'elles fournissent un service qui doit désormais être légal. Parce que si on part du principe que ce n'est pas une mauvaise chose de dire non à son partenaire, son mari, durant l'entièreté de son mariage, des alternatives légales doivent également voir le jour. Un homme, en plus marié, ne va pas utiliser sa main gauche ou droite toute sa vie. Il faudrait un petit peu plus d'équité, vous ne trouvez pas? En tout cas, moi, je suis d'avis qu'on tient quelque chose, vraiment. Cette loi pourrait créer, voire légaliser même désormais certains métiers ou certains secteurs. Dans tous les cas, la gente masculine commence à se sentir de plus en plus arnaquée dans cette histoire. Déjà que vous êtes ceux qui êtes souvent le plus réticents, ou du moins ceux les plus tardifs à saisir le train du mariage, voilà qu'on assaisonne davantage la soupe, la rendant encore plus difficile à avaler. Avec ça, l'avenir du mariage reposera désormais moins sur des devoirs automatiques que sur la capacité des individus à maintenir un projet commun attractif et consenti. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, sans oublier de liker, partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à bientôt, portez-vous bien. Ciao.